8 p.m. on our news studio clock and its news app on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, November 5, 2024. The director of the Cameroon office of the German Development Bank has been received today by the Minister of Forest and Wildlife. The discussions primarily focus on strengthening cooperation between Cameroon and this public institution, highlighting the importance of a sustainable partnership for the development and the preservation of natural resources. This meeting marks a significant step in their mutual commitment to ecological and economic initiatives that benefit the country. And in the west region of Cameroon, a devastating landslide has struck the La Falaise de Chon, triggered by relentless rainfall that saturated the soil. Witnesses have reported that a thunderous roar as earth, mud, and debris cascaded down the slopes, engulfing homes and blocking roads. Local authorities rushed to evacuate residents, fearing further collapses. The community, in its shock, grappling with the aftermath of this natural disaster that has disrupted lives and livelihoods in an instant. Rescue efforts are ongoing as rain continues to pose additional risk. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Thanks again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I'll kickstart right away, and it is in the French language with Leila Renganzo. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Une élève de la classe de 6e au lycée de Deido est décédée ce mardi matin. La petite Dorval Paco a fait une chute mortelle du haut des goals de handball situés au sein de l'établissement scolaire. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital du district de Deido. Aurélien Danquin pour plus de détails. Sous ce ciel bleu, c'est Gaulle. Au sol, cette tache. Ce matin, aux environs de 9h, ma belle-mère m'a appelé que notre nièce Dorval a fait un accident. Nous ne connaissons pas les circonstances. On s'est dit que bon, on se prépare le temps de monter à l'hôpital. Mais à peine 5 minutes, elle lui rappelle pour dire que l'enfant est mort. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant meure? Quand on arrive à l'hôpital, on rencontre ma belle-mère et certains membres de la famille. Je précise on n'a pas trouvé un responsable du lycée. C'est ici en effet que la petite Dorval Paco a assisté à sa dernière leçon d'éducation physique et sportive. Bon, on a été saisis ce matin par les responsables de l'établissement du lycée bilingue de Deido qui nous informaient d'un accident qui est survenu à la première heure de cours ce matin pendant le cours DPS. Les élèves étaient en train de travailler avec leurs enseignants. Et l'élève accidenté, en réalité, était même en dehors du cours. Parce que même quand les uns et les autres font le sport, ceux qui ne le font pas sont quand même à côté pour observer et pouvoir faire les mêmes choses à la prochaine séance. Et pendant que le professeur était donc avec les élèves qui travaillaient, la petite s'est retrouvée en fait, pas qu'elle s'est retrouvée, elle s'est accrochée sur les barres qui servent de goal de handball. Et c'est là où le drame est arrivé. Comme c'est un stade multisport, c'est des goals amovibles qu'on déplace et qu'on remet quand c'est nécessaire. Donc, malheureusement, elle s'est accrochée dessus et elle a fait une chute. La barre est tombée sur elle. Voilà ce qui s'est passé. Donc, les responsables de l'établissement l'ont conduite à l'hôpital et l'ont confiée au médecin. Et nous avons dû revenir ici pour nous rassurer de ce qui s'est vraiment passé et que la situation est calme. Surtout parce que une scène comme celle-là dans un établissement scolaire, vous imaginez bien ce que ça peut provoquer. Donc voilà pourquoi nous avons dû revenir au lycée pour nous rassurer que tout est calme. Une version que la famille peine à accepter, surtout face au mutisme des responsables de l'établissement scolaire. Le poteau serait tombé sur elle et c'est ça qui l'aurait tué. Parce que le corps est tellement mutilé. Quand on prête plus l'oreille,
Et jusqu'à présent, aucun membre aucun responsable du lycée nous a donné une version de ce qui s'est passé. Donc ce qui fait donc que les parents ont débarqué d'urgence au lycée pour demander mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant, puisque personne ne veut dire. On nous parle seulement que c'est le poteau qui est tombé, mais honnêtement parlant, quand on voit le corps, c'est pas juste le poteau. Le corps de l'enfant a été déposé à l'hôpital de district de Dédou. Le sous-préfet de Douala Ier est descendu sur le terrain. Et selon les dernières informations qui nous parviennent, les parents de la jeune élève ont déposé plainte. Une enquête est ouverte et le corps de la petite Dorval désormais sous scellé. Glissement de terrain à la falaise de Chang. Un second éboulement est survenu ce mardi vers 15h. Vous l'avez compris, on passe littéralement d'un drame à un autre, ensevelissant plusieurs personnes, véhicules de transport stationnés, engins. Parmi les personnes englouties, des techniciens qui s'activaient à libérer la voie et des curieux. Selon le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, l'on enregistre plusieurs victimes. Pour l'heure, au moins 4 morts ont déjà été extraits des terres, notant que les fouilles se poursuivent. On se souvient qu'en fin d'après-midi, les usagers ont été alertés par un communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest. Signé ce jour, il informe le public de ce qu'un éboulement de terrain est survenu à la fin de la falaise de Tchan ce matin du 5 novembre 2024, coupant la circulation sur l'axe routier Tchan-Sancho. En attendant le rétablissement de la circulation, il recommandait le communiqué du matin aux usagers en provenance du littoral ou allant dans le littoral de contourner par l'axe Bafan-Kékin. Nous reviendrons sur ces informations, mais pour l'heure, je vous propose d'écouter quelques réactions. Ils sont dans la tête ici. Ils sont dans la tête ici. 3 engins. 3 engins. Dans la tête. Dans la tête à la falaise. C'est grave à la falaise. Tous les conducteurs d'engins sont à l'intérieur. Oh Seigneur. Même ici c'est sa fesse. Même ici c'est sa fesse. Non, ça c'est grave, hein, c'est très grave même. Très grave. Il y a la tête qui s'est coupée le matin. On a amené les engins pour libérer. Il y a une autre partie encore qui est quittée, enterrée au sol. Les engins, même on ne voit plus les engins. Il y a un bus qui était garé, on ne voit pas. Il y avait un camion semi qui transvasait le ciment, on ne voit pas. Comme vous voyez là, là où la terre est quittée, allez fermer la route. On ne connaît même plus la route, là où la route se trouve. C'est très grave à la falaise de Tchao. Très grave même. Très grave. Le caterpillar est enseveli au sol. Les voitures qui étaient garées là, tout ça a été enterré au sol. La situation s'est dégradée ici à la falaise de Tchang. La situation s'est dégradée. Journée, le 20h adresse ses condoléances aux différentes familles éprouvées. Loin de cette page sombre, le directeur du bureau du Cameroun de la Banque allemande pour le développement reçu en audience ce jour par le ministre des Forêts et de la Faune. Au menu des échanges, la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne. Inès Pangan. C'est un peu plus de 131 milliards de francs CFA que la Banque de développement allemande investit dans la protection de la biodiversité au Cameroun. Les forêts, les parcs nationaux et la formation des éco-gardes sont quelques domaines dans le détail qui bénéficient de ce financement de la KfW, institution de droit public allemande. Pour la gestion des ressources naturelles, en tant que forêt surtout, Congo-Bassin du Congo, et en plus bien sûr il y a notre institution sœur, la GIZ, sous le chapeau de la coopération allemande, donc ce sont des montants importants. La collaboration entre le Cameroun et l'établissement est passée en revue et des pistes de nouvelles coopérations sont envisagées. On consacre 60% de notre budget sur le secteur vert. Donc on a entamé la coopération dans le parc national, donc bilatérale, mais aussi on a parlé des approches régionales. On travaille aussi avec le Cameroun à travers la CNUFAC et d'autres institutions. L'audience de ce 5 novembre 2024 est aussi une prise de contact entre le directeur du bureau Cameroun nouvellement arrivé dans le pays et son ministre des Forêts et de la Faune.
À l'approche des élections, de l'élection présidentielle de 2025, les journalistes qui exercent dans la région du littoral sont appelés à préserver la paix et le climat social lors des couvertures médiatiques. C'est l'objectif visé par un atelier organisé ce jour à Douala par la délégation régionale de la communication pour le littoral. Makedali Djinotium. Dans la perspective des élections de 2025 au Cameroun, le ministère de la Communication recommande aux journalistes de jouer leur partition, loin des fake news, des discours de haine et de la diffamation sur les plateaux de télévision pendant la période électorale. En 1994, il y a eu une guerre civile à Rwanda à cause de certains mots glissés par un journaliste qui n'était pas responsable. Faites attention de vos rapportages, que ce que vous dites doit être la vérité et que ça doit ramener la paix. Si vous travaillez pour que les élections soient libres et transparentes, il faut aussi veiller que la paix règne après les élections. Invité par la délégation régionale de la communication du littoral, Maître Nico Allé, avocat au barreau du Cameroun, a longuement entretenu les journalistes sur le respect des règles qui entourent la couverture des événements. Je voudrais tout simplement remercier le barrister Tumfor Nico Allé d'avoir bien voulu prendre part à cet atelier de sensibilisation des journalistes de la région du littoral à la veille des élections présidentielles de 2025. Afin que chaque journaliste soit responsable, joue son rôle et comprenne que les fake news, les écarts de langage ne prônent pas pour la paix. Et nous militons pour la paix et nous encourageons les journalistes à nous accompagner dans cet engagement-là. Journalistes du littoral et défi de la couverture médiatique des élections présidentielles pour la préservation de la paix et du climat social dans la région, c'est le thème d'un atelier de formation organisé ce 5 novembre 2024 à Douala par la délégation régionale de la communication du littoral. And still in line with this seminar, Barrister Tumfor Nico Allé has emphasized on some critical insights that could reshape the political landscape of political reporting. Let's take a listen. It's an inclusion project, economic inclusion and political inclusion. You know, we need to empower women. And while presenting the project, the report, I gave out our data regarding, in respect to the level of economic inclusion of women in Cameroon. We are aware of the fact that 80% of them are underemployed or even not employed at all. So it's an imperative for us to implement the project to make sure we significantly impact this issue regarding women exclusion into the economic and political system of Cameroon. We are with funders, you saw development partners with us and other organizations. We also saw about heard about speech of the minister, so we just need to arrange everything and make sure that we maybe have one-on-one discussion regarding the project on how they can really support us regarding the project, even though we are still working on that. The key aspect of that is women in entrepreneurship, and we will start by building capacities of those women. From there, now we ensure the migration from the formal to from the informal system to the formal system. We make sure that they are financially included, and we also make sure that the benefits from all the advantages in respect to the entrepreneurial ecosystem of Cameroon. L'identification et la sécurisation du secteur des mototaxis au centre d'un projet présenté ce jour au maire du département du Fondi. Les promoteurs disent l'avoir déjà expérimenté dans certaines municipalités du pays. On fait le point avec Inès Pingan. Les promoteurs du projet disent l'appliquer déjà dans les communes de San-Mélima, de Zouétélé et de Meyo-Messala. Le système d'identification de contrôle des mototaxis, propriétaires et conducteurs, est présenté ce 5 novembre 2024
aux municipalités du département du Mfundi. Le logiciel qui nous est proposé vraiment trouve la solution à ce problème d'insécurité et même de discipline des mototaximens. Un corps de métier, comme vous le savez, qui est très délicat et sensible. Donc moi je n'attends qu'on vienne me le proposer et que je l'acquière afin d'identifier tous les mototaximens de ma commune d'arrondissement et on est 4e. Et nous pensons, avec la présentation d'aujourd'hui, les maires ont compris l'efficacité de cette application et doivent se mettre en marche pour que ça puisse prendre corps dans des communes. Le process qui permet d'associer le numérique à l'organisation de ce secteur du transport serait une aubaine à saisir pour les mototaximens. Travailler en sérénité, dans toute sécurité, quiétude, d'évacuer les intrus, parce que c'est les intrus qui entrent dans ce secteur qui donnent la mauvaise réputation de mototaximens. Ça leur permet d'être organisés, ça leur permet d'avoir le contrôle et la maîtrise de leur environnement de travail, de leurs outils de travail et d'être eux-mêmes sécurisés. En plus de l'identification, de la sécurisation, le logiciel permettrait aussi, en collaboration avec les syndicats, les forces de maintien de l'ordre, les mairies, de retrouver en cas de vol les engins à 2 roues. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Assec. Je pense qu'on continue de parler des motos. Not exactly, but we talk about the bad state of the roads in the economic capital city, especially that around Carrefour Muzik, leading to the southwest region of the region of Cameroon, which is filled with potholes that slow travel and endanger lives as the population calls on an urgent need to restore safety and efficiency on this vital road. Onila Donet tells us more. On reviendra sur ce reportage de Onila Donet. Pour l'heure, on parle des taquineries entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour dire que la guerre se déporte sur le plan artistique. Les Camerounais avec le remix de la chanson Viviane de Prince Aimé essaient en ce moment de battre le record de l'artiste ivoirien Des Bordeaux qui, avec son tube Djeneba, a enregistré plusieurs millions de vues sur la plateforme YouTube. Pour comprendre l'origine de cette autre guerre, je vous propose de suivre ce reportage. Qui est réellement Viviane de l'artiste Prince Aimé pour faire naître un tel élan de solidarité entre les Camerounais? Posté au soir du 4 novembre 2024, le clip officiel du remix de la chanson, sorti en 2004, cumule 2,4 millions de vues en 18 heures. Preuve que quand ils le veulent, les Camerounais peuvent. Mais est-ce qu'une telle solidarité aurait pu exister sans la polémique autour de cette version revisitée? Polémique impliquant cet éternel rival du Cameroun en termes de taquinerie, la Côte d'Ivoire. Conteste. L'artiste ivoirien Des Bordeaux propose de faire un remix de la chanson après sa résurrection en buzz sur le réseau social TikTok. Le chanteur camerounais Malox estime que les contours de cette nouvelle collaboration sont flous et demande à son collègue ivoirien des garanties prouvant que Prince Aimé pourra profiter des retombées financières de ce remix. La polémique enfle avec désormais des camps dans chacun des deux pays. Le premier décide d'abandonner l'idée de la collaboration et de sortir une autre chanson, Djeneba, qui n'a rien à voir avec Viviane. Les Ivoiriens le soutiennent. En 24 heures, le clip fait des millions de vues sur YouTube. Réponse du berger à la bergère, Malox annonce un remix de Viviane avec 5 grosses têtes de la musique camerounaise. Le remix sorti ce 4 novembre 2024, au-delà du nombre de vues sur YouTube, renseigne sur une certaine solidarité. Entre la page officielle de Cameroun Tribune qui partage le lien, Samuel Etofis qui rejoint le mouvement Viviane et les influenceurs qui font un véritable travail de mobilisation autour de la vidéo, la réponse est donnée et bien sentie. D'ailleurs, on a vite fait de taire les critiques sur la qualité du vidéogramme et la précipitation qui a donné lieu à une œuvre de défiance pas aussi travailleuse qu'elle aurait dû être.
Le mot d'ordre sur les réseaux sociaux est « soutenons d'abord et critiquons après ». Objectif, faire plus de vues que la chanson Djeneba de l'artiste des Bordeaux en 24 heures. Parviendront-ils seulement? Et que pensent les Camerounais de cette autre polémique, énième épisode de la petite guerre que se livrent Camerounais et Ivoiriens sur les réseaux sociaux? Je pense qu'elle n'a pas raison d'être. Elle n'a pas raison d'être parce que les Ivoiriens sont en train de vouloir nous voler nos vedettes. Donc il faudrait qu'on s'accapare de nos vedettes, qu'on s'approprie de nos vedettes. Les autres, les Camerounais, essaient assez mobilisés de plus belle. Je les conseille d'essayer de mobiliser encore de plus belle pour soutenir nos artistes. Pour soutenir nos artistes. Je ne prendrai pas le côté de Bordeaux parce que Marlos déjà, j'apprécie ce qu'il fait et la rentabilité de ce qu'il va percevoir comme gain concernant ce tube. Je crois qu'il a déjà, c'est quelqu'un de bonne moralité. Il fera quelque chose au Prince Aimé. Et les Camerounais, je suis sûr qu'ils imiteront un de plus dans le combat de Marlox. Parce que Marlox, c'est quelqu'un déjà de créatif et de juste pour moi. Donc je crois que la rivalité entre les deux, ça ne devait même pas y être en fait. Ça devait pas, on ne devait pas se battre aujourd'hui pour ça. Oui, j'ai d'ailleurs vu le clip de Prince Aimé sur YouTube. Le Camerounais il a été toujours le meilleur, hein, que ce soit en domaine de football, que ce soit en domaine de musique. Mais alors ça a encore une fois de plus prouvé que vraiment la musique reste pour les Camerounais. Donc vraiment, je ne vois pas des Bordeaux qui doivent vraiment rivaliser Malos dans ce... Je m'attendais toujours à ça, que le Camerounais devait toujours gagner. YouTube, il est 20h21. La chanson a franchi la barre des 3 millions. Consommation, vous l'avez certainement remarqué ou pas, les bouteilles de bière de 65 centilitres sont désormais vendues à 700 francs CFA et plus 650 francs CFA, contrairement à ce qui a été prescrit par le gouvernement camerounais. Ce changement appliqué en douce par les propriétaires de débits de boissons s'est fait unilatéralement. Le ministre du Commerce annonce des sanctions sans concession ni faiblesse. Orient Danquin. Son effet euphorisant n'a pas réussi à faire passer la discrète augmentation tarifaire imposée par les propriétaires de débits de boissons. La bière de 65 centilitres est passée de 650 francs à 700 francs et parfois plus, soit une augmentation d'au moins 50 francs CFA. À 700 francs, c'est le prix que le barman du quartier appliquait déjà avant qu'on ne se retrouve dans cette situation. On se comprend, mais on vous parle aujourd'hui qu'il y a un problème de carburant et de tout ce qui... Nous connaissons tout ce qu'il y a, les augmentations, qu'il y a une inflation sur le terrain. On est d'accord? Maintenant, au niveau des 700 francs, c'est que le barman vendait déjà à 700, alors que le prix conseillé, c'était 650. On rattrape juste cela en lui demandant de rester en stand-by. Le relèvement du coût du transport à partir de l'usine est l'une des raisons avancées pour justifier cette majoration. Qu'un barman ne peut vous présenter une facture sur laquelle on a marqué le prix de la bière a augmenté. C'est-à-dire qu'au lieu de 7200, on le facture à 7800 comme cela se dit dans la rumeur. Ce qui a été fait, c'est que les entreprises brassécoles ont facturé les frais d'enlèvement, qui sont les frais de manutention. Nous savons tous qu'il y a des problèmes de carburant, des problèmes de trucs. Et puis, on nous facture les frais d'enlèvement pour qu'on puisse avoir les produits sur place. Pourtant, la compensation est ressentie dans les ristournes qui ont connu une hausse. De 72 francs par casier de 12 et de 144 francs par casier de 24. C'est ça qui fait ma fierté, moi le barman. Parce que je sais aujourd'hui qu'on va venir me livrer sur place et que j'ai une augmentation de la ristourne. Pourquoi est-ce que je vais me plaindre pour ça? Face aux plaintes des consommateurs, le ministre du Commerce a dénoncé ce relèvement illégal. Il rappelle que les prix sont soumis à une homologation préalable de l'administration. Dans sa sortie, Luc Magloambarga Tangana instruit à ses services déconcentrés une répression avec fermeté sans concession ni faiblesse à toute hausse des prix de la bière et boissons hygiéniques. À cela peuvent s'ajouter des amendes maximales assorties de la fermeture des établissements en cas d'opposition à l'ordre.
Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Assec. Je pense qu'on va aller à l'international. Exactly, Leila Rengan. So we go to the US. Did you know that America's Tuesday voting tradition is a relic from the 1800s? This centuries-old practice was established when America was a vastly different nation, shaped by the realities of an agrarian society. Today, the seemingly arbitrary choice of the day continues to influence one of democracy's most important rituals. Our VOA reporters tell us more on this tradition. In the late 1700s and early 1800s, U.S. states could hold presidential votes during a 34-day period, which turned out to be quite problematic. Policymakers soon realized that states that held voting early in the 34-day period could sway public opinion and influence the outcome of the vote in the states that held their federal elections later. Their solution was to unify the nation's election process by selecting a specific day when everybody votes. In 1845, Congress passed a law designating the first Tuesday after the first Monday in November as Election Day, a date that remains in place today. But what brought Congress to this conclusion? Much of America was farmland in the 19th century, and life revolved around strict routines of planting, harvesting, and selling crops. Wednesdays, commonly seen as market days for farmers, were quickly ruled out. Sundays were reserved for going to church, so that wasn't a good option either. Because many people lived far away from polling stations, Congress also wanted to give voters time to travel to voting booths. Tuesday became the obvious contender, allowing enough time to travel after church without affecting the main business day. Farmers also influenced the choice of election month, as spring and summer traditionally mark planting season, while late summer and early fall were filled with harvests. So, it made sense to hold elections in November, when harvests were usually finished, but the coldest weather had yet to arrive. Nowadays, most countries around the world hold elections on Sundays, but America remains committed to its Election Day tradition. Some have called for making it easier for the modern-day American workforce, which typically works Monday through Friday, to vote, including making Election Day a federal holiday. Even though farming and ranch families now make up only 2% of the American population, the tradition of holding U.S. elections on the first Tuesday after the first Monday in November has stood the test of time. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Une fois de plus, le 20h réitère ses sincères condoléances aux familles frappées par les différents drames de cette journée au Cameroun. Donc on se retrouve demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Good night to you, Leila Rengan. Good night to the viewers. Thanks for watching. Tune in again tomorrow for more news and fresh news on Spectrum Television. Good night.